Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est un plaisir pour moi toujours de vous retrouver pour cet événement incontournable. Déjà, on est presque aux 20 années. 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme signé Aiming en partenariat avec Parlons RH. Vous allez voir, sans vous dévoiler évidemment les résultats qui vont être décryptés dans quelques secondes, il y a beaucoup de surprises. Voilà, il y a des enseignements riches d'intérêt pour vous. On y reviendra tout au long de cette émission, à peu près 1 heure pour que vous ayez les clés, des clés pour action avec nos experts, les experts qui sont avec nous et qui vont pouvoir nous aider à y voir un peu plus clair et puis surtout à aider les personnes que vous êtes, les acteurs, les actrices de la fonction RH, à passer à l'action. Je salue en premier Jérôme Liotier qui est avec nous. Bonjour Jérôme, merci d'être là. Bonjour Frédéric. Directeur du management des risques pro chez Aiming. Thomas Chardin, le dirigeant de Parlons RH. Cher Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis le coprésident du Cercle Humania, entre autres, Benoît Serre. Benoît, bien le bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, Benoît qui nous rejoindra évidemment tout à l'heure. Benoît, tu vas être attentif à tout ce qui sera dit. J'ai découpé, donc je redis bonjour. Merci Frédéric et bonjour à tous. Pardon, excusez-moi. Voilà, merci Benoît d'être avec nous. On est en direct. Vous êtes plus de 900 à nous avoir rejoints, à vous être inscrits. Donc c'est un vrai rendez-vous référent pour la fonction RH et tous ceux et toutes celles qui veulent faire bouger les lignes en termes d'engagement. Voilà, on voit qu'il y a toujours un malaise. Pourquoi y a-t-il des freins? Question du côté de l'organisation, on va en parler. Je voudrais saluer, il est avec nous, c'est un privilège de l'avoir ce matin, Denis Blanc qui est le directeur général du groupe Aiming. Bonjour Denis. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Sans plus attendre, c'est avec Denis qu'on va démarrer ce 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme signé Aiming juste après ce jingle. Voilà, merci encore une fois d'être avec nous en direct. Denis Blanc, directeur général du groupe Aiming, qui est avec nous. Denis, pour ouvrir ce 18e baromètre, je disais un baromètre qui est encore une fois riche de sens et d'enseignement. Hein. Oui, merci d'être là aujourd'hui. Chaque année, le baromètre nous permet de voir ce que les chiffres de l'absentéisme disent, mais aussi ce qu'ils taisent. Et cette 18e édition va le démontrer, je pense, parfaitement. Cette édition est accompagnée d'un signal assez inhabituel, en fait. Pour la première fois en 17 ans, la proportion de professionnels RH qui déclarent une hausse de l'absentéisme recule. C'est un fait, on pourrait s'en réjouir, enfin. Oui. Et pourtant, quand on creuse les autres indicateurs de cette nouvelle édition, une conviction s'impose, se satisfaire de ce recul, ça serait une vraie erreur. Alors pourquoi? Je vous rassure, c'est pas juste du masochisme de ma part. Pourquoi? D'une part, parce que les analyses quantitatives révèlent, elles, un taux d'absentéisme plus élevé en 2025 qu'en 2024. Et puis, d'autre part, ce que dissimule en fait ce fléchissement, c'est plus préoccupant finalement que ce qu'il révèle. L'absentéisme ne recule pas, vous le voyez avec les chiffres, il se transforme en fait, sa nature change. Il devient plus silencieux, noyé dans le bruit ambiant. Il devient également plus psychologique, vous allez le voir, plus difficile à saisir par les capteurs habituels. Pendant que les courbes de perception se stabilisent en surface, les signaux de fond, eux, hélas, ils continuent leur dégradation continuelle, pesante. Le burn-out progresse. Dans le même temps, et ça, c'est inquiétant, le désengagement des professionnels RH eux-mêmes s'accentue. C'est des signaux forts, des alertes qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Alors, pourquoi cette résistance têtue des chiffres? On en est à notre 18e baromètre. Est-ce que c'est de la manque de volonté? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec vous, Frédéric. L'absentéisme est-il devenu le symptôme d'organisation sous pression? Est-ce qu'il traduit un monde du travail profondément bousculé, traversé par l'incertitude, les tensions géopolitiques, les équilibres durablement remis en question? Surtout, ce qui est important, c'est que dans cette situation, les tableaux de bord, en fait, ne suffisent plus. La simple mesure, ça ne suffit plus. Ce qui nous manque, c'est pas la donnée, c'est la capacité à comprendre ce qu'elle dit vraiment pour agir efficacement. Et efficacement, pas uniquement sur les conséquences, mais sur les causes, et les causes réelles. On va le voir, je pense.
L'absentéisme est devenu un enjeu également qui dépasse largement les frontières d'une seule fonction. Il appelle une réponse collective à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est précisément là que les professionnels RH ont un rôle décisif à jouer. C'est eux, c'est vous, qui disposez d'une connaissance des dynamiques internes aucun autre acteur du comité de direction possède au même degré. Les directions, et c'est très important. Et là, il y a un vrai changement de mindset. Les directions ont besoin de votre expertise, pas comme un relais d'information, mais comme une force de proposition, comme vision, comme cap. En fait, ce mot qu'on entend souvent, le rôle de business partner, n'a jamais été aussi concret, aussi nécessaire. On veut stopper et inverser la dégradation de l'absentéisme. Ça ne peut pas reposer sur une seule fonction. L'absentéisme ne reculera que quand chaque acteur de l'entreprise, et là je parle des managers de proximité, de la direction, des salariés, à vos côtés, s'en emparera pleinement dans son propre registre, son quotidien. Et c'est pour finir à ce moment précis qu'un rôle de chef d'orchestre, de capitaine de navire est nécessaire. Je dirais qu'il ne suffit plus de prévoir le gros temps, il faut barrer maintenant. Les professionnels RH peuvent et doivent l'assumer pleinement. Ce baromètre, il est là justement pour vous aider à barrer en ayant un cap clair. Je vous souhaite un excellent temps de découverte et d'échange avec vous et tous vos invités, Nicolas, que je remercie énormément. Merci beaucoup, Denis, de nous embarquer dans cette odyssée vers comment pallier cet absentéisme. Et puis, vous l'avez dit, tous ces éléments nouveaux qui apparaissent et qu'on va découvrir maintenant. Merci beaucoup à Denis Blanc, le directeur général du groupe Aiming. On va tout de suite, juste après ce jingle, décrypter les résultats de ce 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme Aiming. Vous avez les chiffres, et si vous passiez à l'action? C'est ça, le mot d'ordre de ce 18e baromètre. Ils sont avec nous, je les présente à nouveau. Thomas Chardin, qui est le dirigeant fondateur de Parlons RH. On se donne rendez-vous, cher Thomas, les 20 et 21 janvier pour la nouvelle édition. C'est loin, mais bon, il faut marquer ça sur les tablettes en 2027 pour HR Technologies. Le média à la fois pertinent et impertinent, vous connaissez, qui a été lancé par Thomas, qui est partenaire avec Aiming de ce 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme, et Jérôme, directeur du management des risques professionnels pour Aiming. Jérôme, je m'adresse à toi pour débuter. Voilà, merci d'être avec nous. On fait un gros plan sur les données qualitatives cette fois-ci, avec pour ambition d'inciter, je le disais tout à l'heure, le passage à l'action, en fait. Oui, complètement. En fait, pour cette édition, en fait, nous ne voulions pas juste mesurer l'absentéisme, on voulait aller plus loin. On voulait comprendre pourquoi, en fait, les organisations peinent encore à agir durablement. On sait que c'est un sujet qui est complexe. On a pris le temps, effectivement, de questionner, d'interviewer plus de 1000 professionnels des ressources humaines du secteur privé et d'apprendre, du coup, et de pouvoir vous livrer une version beaucoup plus qualitative de leur perception et de leur réalité. Ce qui ressort très clairement, en fait, c'est qu'il y a une tension qui est très, très forte. Les entreprises aujourd'hui, comme a dit Denis, elles ont beaucoup d'outils, elles ont beaucoup de données, elles ont beaucoup de temps consacré à l'absentéisme, mais en fait, elles ne parviennent toujours pas à transformer ces informations en réelles actions concrètes. Alors, ce que disait tout à l'heure à demi-mot Denis, c'est qu'il ne fallait pas se fier aux chiffres qui sont trompeurs. Vigilance. Oui, vigilance parce que pour la première fois en 17 ans, la perception de la hausse de l'absentéisme recule. Il y a moins 6,7 points, c'est fort comme recul de perception. Mais derrière ce fléchissement, en fait, le baromètre révèle surtout qu'il y a une transformation de la souffrance au travail. Le burn-out progresse encore de 4,5 points, ce qui est énorme, et devient quasiment la deuxième cause d'absentéisme dans nos entreprises. Et surtout, en fait, il y a le désengagement des professionnels RH qui, lui, double depuis un an. Donc, c'est pas une victoire, c'est un vrai changement de la nature, c'est une transformation du problème. On a des chiffres qui ralentissent donc peut-être, mais l'épuisement, lui, continue de progresser silencieusement et inlassablement. Alors, Jérôme, avant d'entrer plus précisément dans le détail, on constate que la fonction RH ne baisse pas les bras. Vous êtes, vous qui nous regardez, témoin de tout cela et acteur. Elle est toujours et encore, et c'est une très bonne nouvelle, à la manœuvre. Ah bah oui, complètement, c'est important de le dire. Effectivement, il y a plus de 94% des professionnels RH qui se déclarent vraiment engagés. Ce que montre le baromètre, en fait, c'est qu'il y a
Par contre, une fatigue profonde qui commence à traverser la fonction RH elle-même. Il y a un désengagement qui double en un an, qui passe de 3 à 5,9%, qui est quand même important. Et on a certaines fonctions qui sont plus touchées que ça encore. Les directeurs QVCD, par exemple, sont 15% à se dire désengagés. Donc, ce que ça révèle, c'est que ceux qui portent aujourd'hui la prévention, depuis des années, avec conviction, absorbent eux-mêmes une grosse partie des tensions, une grosse partie de la pression. Donc, on peut avoir des effets de fatigue et de désengagement sur nos aidants. Alors, si on vous comprend bien, Jérôme, et ça c'est très important, vous êtes en train de nous dire que la fonction qui est là pour pallier les problématiques de désengagement, d'absentéisme et d'endiguer ces phénomènes, est elle-même touchée par une sorte de désengagement, j'allais dire. Hein. Complètement. Je pense que c'est vraiment un signal fort important de ce baromètre que ce constat qu'on doit amener à traiter dans nos entreprises et dans les perspectives des années prochaines. Alors, je me tourne vers Thomas Chardin. Merci Thomas encore une fois d'être avec nous. Le baromètre identifie 3 tensions majeures. J'aimerais bien qu'on s'arrête avec toi sur ces 3 tensions. C'est effectivement trois tensions pardon, qui expliquent pourquoi les organisations ont le sentiment de piloter énormément, de suivre énormément. Quand je dis les organisations, c'est les professionnels RH que vous êtes, sans réussir à transformer durablement. Alors, vous avez les 3 tensions qui sont affichées. La première d'entre elles, c'est le besoin exprimé par les professionnels RH interviewés, donc plus de 1000, hein, de mieux comprendre l'absentéisme, de mieux comprendre les causes profondes. C'est le premier besoin exprimé par les professionnels RH, loin devant les outils. Hein, on avait un item qui était bénéficier de plus d'outils comme besoin, qui lui arrive en avant-dernière position. Donc, comprendre avant, si je puis dire, d'entreprendre, avant de mettre en œuvre, c'est ce que nous disent les professionnels RH. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations savent mesurer l'absentéisme. On risque d'y revenir durant cette matinée, durant cette conférence, mais elles ne comprennent pas toujours ce que produit réellement l'usure. Enfin, ce qui produit réellement l'usure des équipes, l'usure même des personnes. On ne résout pas avec des tableaux de bord ce qu'on ne comprend pas vraiment. En fait, un problème bien compris est déjà à moitié résolu. C'est ce que nous dit le baromètre. La première tension, hein. Mesurer c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Hein. Deuxième Exactement. tension avec toi, Thomas. La deuxième tension, ça vient d'être évoqué, mais on va y revenir, mais elle est également très forte. C'est difficile de soigner les autres quand on est soi-même en souffrance. Et là, il y a les chiffres dans le baromètre. Alors là, on en cite un, c'est plus 4,2 points. C'est les difficultés internes aux équipes RH qui progressent. C'est-à-dire que les équipes RH elles-mêmes deviennent un frein à la résolution du problème. Ça veut dire que la fonction qui est en charge, qui porte la prévention, commence elle-même à reproduire les mécanismes qu'elle combat, surcharge, fatigue, difficulté à agir, perte d'énergie collective. Et comme le disait à l'instant Jérôme, le désengagement, même si les fonctions RH restent engagées, le désengagement a doublé en 12 mois. Oui, donc ça veut dire, ça nous rappelle quelque chose, hein, prendre soin des soignants, hein, Thomas. Hein, voilà, hein, donc attention. Troisième tension avec toi. Troisième tension, alors c'est les outils. Prendre la mesure, mesurer ne suffit pas pour passer à l'action, c'est le chaînon manquant. Alors, on peut se satisfaire d'une utilisation des outils, d'une mise à disposition des outils très importante. 94% des entreprises déclarent disposer d'indicateurs de suivi de l'absentéisme, donc c'est très bien. En revanche, on a 30,3% des entreprises qui n'évaluent pas le retour sur investissement des actions de prévention. Et j'ajoute, on le verra, je crois, par la suite, qu'un tiers des professionnels RH disent toujours ressentir une incapacité à agir. Donc là, on est véritablement en tension. On a les outils, mais on n'agit pas. On est vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire que les outils, les données, mais ça ne produit pas automatiquement la transformation organisationnelle souhaitée. Cela produit même plutôt l'inverse, une forme de surcharge administrative, voire même de surcharge cognitive et de la frustration chez les professionnels RH qui disent manquer de temps pour analyser et agir sur les causes profondes.
C'est un peu comme si on avait les armes pour combattre et ne pas pouvoir passer aux actes. On a vu ces trois tensions. Merci d'être avec nous, hein. On est en direct pour la révélation des résultats du 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme signé Aiming en partenariat avec Parlons RH. Je salue Alexandra et puis Maxime qui sont en coulisses et qui réalisent cette émission. Thomas, on a vu donc ces trois tensions, hein, qui sont vraiment clés. On voit que finalement le pilotage, les outils font pas disparaître cette pression que tu évoquais là sur les professionnels RH, hein. Maintenant, on voit qu'on a en fait empilé d'une certaine manière les outils Ouais. sans traiter le fond. La surcharge administrative explose. On a les reportings, mais en fait, in fine, ils se multiplient. On multiplie, si je puis dire, alors j'allais dire les baromètres, mais en fait, les thermomètres, les tensiomètres. On mesure tout ça bien, mais on manque de temps pour agir réellement sur le terrain. Et ça crée une fatigue très spécifique qui est celle des professionnels en charge d'adresser ces sujets, qui passent plus de temps à piloter les indicateurs qu'à piloter le problème lui-même, si je puis dire. Donc, on n'agit pas sur les causes profondes, on ne transforme pas les causes profondes de l'absentéisme. Merci beaucoup Thomas. Jérôme, je me tourne vers toi. On continue à décrypter les résultats de ce 18e baromètre Aiming de l'engagement et de l'absentéisme, avec un titre percutant là que vous voyez, vous qui nous regardez, hein. Méfiez-vous du mirage du fléchissement. C'est percutant ça, hein. Pardon. Ça, oui, effectivement, c'est surprenant parce que ça résume vraiment le paradoxe actuel. En fait, on a bien la perception d'une hausse de l'absentéisme qui recule. En même temps, par contre, on a presque 52, donc on a 51,9% des répondants qui décrivent vraiment une situation d'absentéisme élevé, vraiment présent. Et il y en a même 98% qui disent qu'ils subissent très, très directement l'effet de l'absentéisme. Donc, c'est quelque chose qui est quand même notable. Et puis, il faut être vigilant à un autre point. Il ne faut pas qu'on confonde effectivement ralentissement statistique et amélioration du climat réel dans l'entreprise. Alors par rapport à ça, justement, Jérôme, on voit qu'il y a il y a les chiffres et puis il y a les êtres. On arrive à un point clé. Tout à l'heure, Denis Blanc, il faisait référence. Voilà, on a un basculement, hein, dans cette édition 18 du baromètre. Et je veux bien qu'on en parle avec toi. Ben, oui, Frédéric, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que la maladie ordinaire recule. Elle recule même Ouais. nettement. Elle recule de 4,7 points, ce qui est important. Par contre, dans le même temps, en fait, on a le burn-out qui, lui, progresse de 4,5 points, donc quasiment autant, et atteint maintenant en fait, 46,9% des causes qui sont citées dans les causes d'absence. Donc, en fait, cette souffrance-là, cette souffrance qui est plus compliquée à analyser, à sourcer, à traiter, en fait, elle devient presque maintenant la première cause d'absence. Ça, c'est quand même ça important parce que on sait que c'est compliqué à traiter. Ouais. Le burn-out, il est multifactoriel. Ça va toucher derrière notre organisation, notre rapport au travail. Ça va toucher l'action du management. Ça va toucher la charge mentale. Et puis, il n'y a rien à faire. Le burn-out touche nos collaborateurs dans leur entièreté, dans leur sphère pro, mais aussi dans leur sphère perso. Et pour ça, l'entreprise n'est pas toujours à l'aise à analyser et à traiter ce facteur-là. Oui, on voit que c'est protéiforme. J'aimerais bien avec toi, Jérôme, qu'on entre un peu plus dans le détail sur ce point, sur ce burn-out en particulier, et sur cette divergence, en fait, cette apparente opposition entre les choses. Oui, parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'on a une approche qui est quand même ouverte. On sait que l'approche du burn-out, c'est lié à cette vision centrale des causes et qu'il faut effectivement que les RH et les organisations prennent le temps effectivement de comprendre les causes. On sait aujourd'hui bien sourcer les causes des maladies ordinaires et des ATMP. On a même à l'automne, nous, un baromètre des risques professionnels qui permettent de creuser ces sites-là. Par contre, en même temps, effectivement, l'épuisement, la gestion, cette hausse du burn-out échappe à nos tableaux de bord et on est parfois un peu désarmé. Donc voilà, on est vraiment sur cette transformation de l'absence plus que sur ce recul de l'absence et qu'il faut qu'on aille de travailler un peu plus différemment. Oui, et par rapport à ça, le coût du burn-out, il commence en fait bien avant l'arrêt lui-même, en fait, hein, Ah ben, Jérôme. complètement, parce qu'en fait, Ouais. le burn-out, il se fait vraiment en trois temps. Il y a la phase, on va dire, amont,
le moment où le salarié est en désengagement progressif. Il est en difficulté, il se désengage, il travaille différemment. Ça a un impact sur lui, ça a aussi un impact sur les équipes, parce que les équipes commencent à avoir un premier effet de bord du désengagement du salarié. Après, il y a la phase d'absence en elle-même, qui est assez longue quand même, qui désorganise collectivement l'entreprise, qui a des coûts de remplacement, qui a des coûts de gestion. Et puis après arrive la troisième phase, c'est le retour du salarié. Et on se dit, ça y est, il est revenu, c'est fini. Non, c'est pas fini. Parce que d'abord, la reprise est progressive, et tant mieux. Il y a aussi toujours des risques de rechute si on n'a pas vraiment analysé, corrigé les causes profondes de l'absence. Et comme le dit bien Laurent Capelletti dans l'étude, en fait, le coût caché de l'absentéisme global, c'est 4 000 € par salarié et par an. Ce qui, ramené à notre entreprise, est un poste hyper important de productivité, mais aussi de bien-être. Voilà, on voit, c'est un point clé, effectivement. On arrive à une bascule dans notre présentation de ce 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme signé Aiming avec Parlons RH. On est en direct. Merci d'être nombreux et nombreuses à nous regarder. D'ailleurs, je vous interpellerai tout à l'heure avec un sondage en direct. Prendre la température, on va afficher la slide, Maxime, si vous voulez bien. Voilà, sans jamais soigner la fièvre, hein, c'est l'image la plus forte de cette présentation. Vous pilotez, mais transformez-vous, c'est ça, hein? Bah oui, en fait, aujourd'hui, on sait que les entreprises savent bien mesurer. Il y a 94% qui disent qu'elles ont des indicateurs de suivi d'absentéisme, 96% nous disent qu'elles savent interpréter les éléments, elles savent projeter ces éléments. Il y a même 70% qui disent qu'elles évaluent même très bien le retour sur investissement de leurs actions de prévention. Donc, la phase préventive, elle est vraiment structurée, indicateurs, analyse de causes, traitement des causes. Mais en fait, mesurer, ça ne suffit plus vraiment, en fait. Il y a aussi la différence qu'on peut avoir entre observer la fièvre et traiter la maladie. Ben là, on retrouve la même chose. On a notamment traduit par le burn-out, mais aussi le désengagement et les autres risques, en fait. Il y a la transformation de nos organisations, en fait, qui est un sujet. Trop souvent, en fait, on oublie de pratiquer les modifications d'organisation qui vont permettre ensuite de corriger les causes de l'absentéisme pour limiter les conséquences, c'est-à-dire l'absentéisme. Donc, il faut bien aller sur les causes profondes, et ça prend du temps. Et ça demande effectivement un investissement de l'ensemble des parties, notamment les équipes RH qui sont pilotes et le management qui porte la transformation au quotidien. Oui, on voit, hein, l'engagement est là, mais après, c'est sur la durée que tout ceci se juge. Je me tourne vers toi, Thomas. On voit que face à un phénomène comme cela, évidemment, la volonté d'agir, elle est là, mais il y a encore des verrous, il y a encore des freins. Moi, j'aimerais que tu nous aides, toi qui es un professionnel et un expert averti de ces sujets-là, à comprendre ces verrous et pourquoi ça grippe toujours, en fait. Alors effectivement, il y a un ensemble de verrous et malheureusement, ces verrous-là, on ne les retrouve pas que sur l'absentéisme. On va les passer en revue, mais on les retrouve sur bien d'autres sujets. Dans les différentes enquêtes, si je prends juste par exemple sur l'expérience collaborateur, on retrouve exactement le même podium ou les mêmes freins. Et je suis sûr qu'on prendrait d'autres sujets comme la RSE, l'intégration des seniors ou d'autres thématiques RH fortes. On retrouverait très certainement les mêmes freins. Et d'ailleurs, c'est un peu un phénomène doublement cumulatif. Je m'explique. Là, on retrouve le premier frein cité par les professionnels RH, c'est le manque de ressources. Et ce premier frein-là joue sur le deuxième, en fait. Comme on est dans un défaut de ressources et souvent aussi parfois un défaut de budget, on va consacrer, nous, du temps au sujet, donc à chercher, à traiter à la fois les symptômes de l'absentéisme et à chercher les causes, mais on n'a pas assez de temps, deuxième frein, donc manque de ressources, on y associe le manque de temps. Comme on n'a pas de ressources et pas de temps, eh ben, ça génère une espèce de frustration, de sentiment d'impossibilité de l'action. Ouais, c'est ça. Et là, tout par ricochet, en fait, hein, Thomas, hein. Exactement, c'est cumulatif. En fait, quand je disais doublement cumulatif, c'est que ces freins se cumulent les uns aux autres, sont séquentiels. On est véritablement dans une spirale vicieuse, dans un cercle vicieux, parce qu'il y a d'autres thématiques RH, en plus de l'absentéisme, qui sont également confrontées à cette espèce de chronique négative. On a le sentiment de ne pas pouvoir agir. On a le sentiment d'être dans un défaut de temps et que l'implication des managers est insuffisante, mais comme on n'a pas de temps, on ne peut pas les impliquer plus que ça. Et puis enfin, il y a aussi, on ne peut pas onboarder d'une certaine manière, impliquer, motiver plus l'équipe de direction. Vous avez le combo perdant
là, de toute grande thématique RH, mais encore plus, là, on l'a mesuré dans le baromètre, presque, j'ai envie de dire, c'est ça qu'il va falloir chercher à casser si on veut adresser en profondeur cette maladie de l'entreprise qu'est l'absentéisme. Voilà, on est bien au-delà de blocages, j'allais dire conjoncturels, mais on est vraiment, tu le disais, Thomas, sur des blocages structurels. Je voudrais Exactement. maintenant qu'on s'arrête sur un chiffre qui est vraiment révélateur d'un décalage de perception, en fait, au niveau du terrain. Hein. Alors, on ne l'évoque pas beaucoup là pour l'instant, mais Ouais. en fait, dans le baromètre, vous avez beaucoup d'indicateurs, beaucoup de chiffres Et par vous pourrez le secteur. télécharger tout à l'heure, hein, pardon de te couper, Thomas, mais en fin d'émission, vous aurez le baromètre dans son intégralité. Hein, voilà. Alors, bien sûr, il y a des messages qui sont forts et très profonds, presque, j'ai envie de dire, drastiques. Et puis, il y a des messages qui sont parfois assez paradoxaux ou nuancés. Et donc, ça, vous le retrouverez dans le baromètre. Là, il y a un message qui est très important. Vous avez presque 80%, allez, 77,9% des DRH qui pensent que, et certainement à juste titre, que leur programme leur dispositif de prévention est complet. Tant mieux. En revanche, quand on regarde leurs équipes, leurs collaborateurs directs, ils ne sont que 50%, presque 51%, on va dire 50%, à le penser. Donc, on a un écart qui est abyssal. On a un écart de 27 points entre la perception des professionnels RH, des DRH, et la perception des professionnels RH. Ça traduit quoi? Ça traduit quelque chose, à mon avis, d'assez simple, c'est que les dispositifs existent, mais sur le terrain, les collaborateurs, et notamment d'abord les collaborateurs RH, on va voir les collaborateurs ensuite, ils n'en perçoivent pas les effets. Il y a un décalage. Oui, le décalage, pardon de te couper, Thomas. Justement, j'ai envie de rebondir par rapport à ça. C'est presque même les collaborateurs qui deviennent un peu des freins par rapport au passage à l'action, non? Oui, et ça, c'est un peu terrible. Et les professionnels RH que vous êtes nous disent la chose suivante, c'est que pour près d'un professionnel RH sur deux, ils citent désormais les salariés eux-mêmes comme l'acteur le plus difficile à mobiliser dans la prévention qui concerne les salariés. Donc, il y a une espèce de schizophrénie, de paradoxe. J'ai pas envie que tu me soignes, en fait. Hein. On ne peut pas soigner quelqu'un qui ne se pense pas malade. Et ce propos est valable pour le salarié au niveau individuel, comme à un propos peut-être plus organisationnel. Si l'entreprise ne se sent pas malade de son absentéisme, elle ne peut pas non plus déployer les moyens nécessaires. On a vu tout à l'heure, il y avait une problématique de ressources et de moyens, les moyens nécessaires à traiter ce mal en profondeur. Je voudrais juste rappeler le chiffre qui a été évoqué, 4 000 € par an par salarié, en moyenne, le coût de l'absentéisme, pas par salarié malade. Hein. Donc, c'est juste énorme. Donc, la mobilisation sur la prévention, elle se construit évidemment dans le vécu réel du terrain. Et ça me fait penser à une petite citation de ma grand-mère, si je puis me permettre. Je ne sais pas si on a le temps, j'en ai pour 2 secondes. Elle disait toujours, l'escalier se balaye par le haut. Elle disait, mon petit Thomas, l'escalier se balaye par le haut et se construit par le bas. Comment elle s'appelle? Quel est son prénom? Son surnom, c'était Tita. Ah ben, Tita, merci d'être une experte ressources humaines de la même manière. Merci Thomas. Non, mais je voudrais juste finir juste la métaphore sur l'absentéisme. L'escalier se balaye par le haut. On se doit d'être force d'exemplarité en termes de management ou d'équipe de direction sur la prévention. Donc la prévention, elle commence par le haut. Et enfin, la prévention, elle se construit nécessairement par le bas, par et pour les collaborateurs. C'est aussi ça ce que nous dit ce résultat du baromètre. Donc, merci Tita, effectivement, l'escalier, puis il y a aussi la métaphore du poisson qui pourrit par la tête, et puis voilà. Exactement. Mais voilà, on est bien là-dedans. Vous avez les chiffres, il est temps de passer à l'action. Jérôme, justement, le 18e baromètre propose 4 prérequis pour vous qui nous regardez. Hein. Oui, alors, le micro est coupé, Jérôme. Non. Oui, effectivement, on a 4 prérequis que la fonction RH effectivement doit reprendre dans son quotidien, parce que l'absentéisme se gère bien, comme l'a dit Thomas, par la base et avec la tête.
être vraiment à l'écoute des signaux faibles pour comprendre les causes de l'arrêt, être en sincérité dans ces points-là, et pouvoir aller accompagner le management dans son approche de réflexion. On a besoin aujourd'hui d'aller récupérer avec nos collaborateurs la mobilité de ces points-là, et c'est vraiment important de le reprendre en profondeur. Ensuite, on sait très bien que la fonction RH qui doit prendre ça dans sa globalité ne peut pas effectivement aujourd'hui. C'est vraiment une fonction qui est centrale. On le voit depuis le Covid, c'est une fonction qui rechange nos organisations. La prévention, la grande politique n'est pas un sujet de direction générale, c'est bien un sujet de direction des ressources humaines. Une décision de tous, avec l'appui du management, des collaborateurs, pour faire en sorte de se poser la vraie question. C'est quel est l'impact de nos entreprises et finalement qu'est-ce qu'on veut que nos salariés vivent comme situation et comme évolution. Donc c'est bien les ressources humaines avec le management qui vont permettre d'amener tout le monde à avancer sans se reporter sur une direction générale qui a d'autres fonctions que de porter la transformation intrinsèque des hommes et des méthodes. Merci beaucoup, Jérôme. Ben, justement, tiens, on va vous interroger, vous qui nous suivez en direct, vous êtes très nombreux. Merci encore d'être avec nous pour les résultats de ce 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme signé Aiming en partenariat avec Parlons RH. Alors, avec toi, Jérôme, on vient de voir, hein, on les a, hein, ces 4 prérequis. Ben, je vais vous poser la question. Alors, selon vous, justement, parmi les 4 prérequis, quel est celui qui vous semble prioritaire pour les fonctions RH? Est-ce que c'est prêter attention aux signaux faibles? Est-ce que c'est être force de proposition? Est-ce que c'est ne pas se contenter d'être un simple relais, ce que tu disais à l'instant, Jérôme, ou se déresponsabiliser sur la direction générale? Voilà, il y a 4 prérequis. Celui qui arrive en tête de liste, ce serait quoi? Voilà, Maxime et Alexandra qui sont aux commandes vont enregistrer vos votes. On lance le vote maintenant en direct, hein, sondage en direct. C'est toujours intéressant d'avoir ce sondage, j'allais dire, sorti des urnes. Hein, c'est un peu un avant-goût de ce qu'on va vivre dans les semaines suivantes. Voilà, je vous rappelle que nous sommes donc en direct avec vous, que Thomas et Jérôme décryptent les résultats de ce 18e baromètre référent, hein, de la fonction RH sur l'engagement et l'absentéisme signé Aiming, et puis qu'il est très attentif, je le sais, et on le retrouvera d'ici quelques minutes. Benoît Serre, le coprésident du Cercle Humania, expert reconnu et apprécié de notre écosystème, il sera là avec nous pour décrypter justement les résultats et les enseignements qu'on dévoile depuis le début de cette émission à 11h. Et puis, à sa manière et avec beaucoup de vision, il nous permettra de mettre tous ces chiffres et ces résultats en perspective. On va avoir, je pense, maintenant, parce que c'est une affaire de secondes, les résultats de ce sondage express qui vont s'afficher. Nous avons hâte de connaître votre avis. À vous de voter, à vous de nous dire. On est dans l'expectative et dans l'attente de ces résultats. Alors peut-être que avant que les résultats n'arrivent, peut-être déjà réaction, Jérôme, par rapport à ces quatre prérequis. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces 4 prérequis? Tu nous en as parlé, tu les as développés, tu les as décrits précisément. En fait, je pense que moi, j'aurais du mal à choisir, et je ne sais pas correspondre, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Chaque entreprise, chaque situation est différente, donc choisissez le levier qui est le vôtre, adaptons-nous, les cas sont spécifiques. Thomas, par rapport à ça, justement, c'est un sujet complexe. Tout à l'heure, Jérôme le disait, c'est un sujet protéiforme. Ton avis par rapport à ces 4 prérequis que je redonne, hein, prêter attention aux signaux faibles, être force de proposition, ne pas être un simple relais, se déresponsabiliser sur la direction générale? Je rejoins Jérôme sur le fait qu'effectivement, il y a autant de fonctions RH qu'il y a d'entreprises et donc il y a probablement autant de manières d'aborder le sujet qu'il y a de fonctions RH. Mais en fait, les 4 prérequis, malheureusement, je pense qu'il faut les 4 en même temps. Donc, si moi j'avais donné une bonne réponse, si tant est qu'elle existe, ça serait les 4 à la fois, mon général. Oui, voilà. Alors, être à l'écoute des signaux faibles, voilà, pour 53% d'entre vous, voilà, c'est ce qui arrive en tête. Voilà, 26% devenir force de proposition. Merci Alexandra, voilà, j'ai les résultats sortis des urnes. Refuser cette posture, évidemment, à 17%, se déresponsabiliser, voilà. Et ce sont les résultats donc en direct. Merci à vous d'avoir voté. On poursuit et puis 4% ne pas se déresponsabiliser. Oui. Ben voilà, évidemment.
On va poursuivre justement avec toi, Thomas. Il s'agit de pas seulement alerter, hein, si on veut revenir sur ce qu'on dit depuis le début de cette émission et de ses résultats. Oui, alors et effectivement, il y a trois grands leviers, mais encore une fois, hein, Ouais, j'insiste sur le fait que chaque entreprise a probablement ses propres leviers, donc on va être là sur des leviers plus génériques. Le premier, bah, on l'a dit, ça c'est c'est de le levier passer pour passage à l'action, hein, donc c'est important, hein, par tout, rapport à ça. tout à fait. En fait, depuis le début, on évoque le fait qu'on a on a les data, on a les indicateurs, et maintenant, il faut passer du suivi, À du l'action, pilotage à l'action. exact. Euh, en fait, pour le résumer en une petite punchline, il ne s'agit pas uniquement de penser, P-A-N-S-E-R, l'absentéisme et subir, mais de penser, P-E-N-S-E-R, l'absentéisme et agir. Et j'entends bien qu'il est difficile d'agir parce qu'on est sur des enjeux qui sont profonds. Les causes de l'absentéisme ne sont pas forcément saisissables. On est sur des problématiques systémiques et transversales. C'est d'ailleurs en cela que c'est compliqué à adresser. Donc, il est souvent plus facile dire il n'y a qu'à faut que d'agir. Mais en Bien sûr. revanche, le temps de l'action est venu. Donc, le premier levier, c'est quand même de diagnostiquer les causes profondes de cet absentéisme. On a Ouais. trop souvent, comment dire, adressé le sujet sur la CT et pas assez sur la QT. La CT, c'est les conditions de travail. On a trop souvent diagnostiqué les symptômes ou voulu corriger les symptômes et pas assez adressé la cause profonde. Deuxième Ça, c'est levier. le voilà. Deuxième levier, c'est le fait de contextualiser les éléments de prévention Ouais. par secteur, par métier, par taille d'entreprise. Encore une fois, alors au sein même d'une entreprise, hein. Et là, vous avez dans le baromètre beaucoup d'éléments qui permettent justement d'aborder la chose en fonction de votre secteur, votre taille d'entreprise et même de la nature de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de prévention universelle qui marcherait en plug and play dans toutes les organisations. Donc, il faut absolument contextualiser, adapter la prévention. Ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième, ben, rien ne se fait sans le maillon fort, je sais pas, le maillon indispensable, le rouage qu'est le management et les Bien managers. sûr. Et donc, il faut les onboarder. En fait, la transformation de l'organisation, elle passera par l'information des managers et la formation des managers. Ouais, voilà, Il parce faut qu'ils sont former et évidemment informer en pour première ligne, transformer. hein, en fait. Exactement. Jérôme, ce qu'on propose maintenant, c'est presque une feuille de route pour questionner l'organisation, hein, en fait. Bah, oui, en fait, parce que le baromètre, en fait, il va pousser les organisations, il va pousser chacun d'entre nous à Ouais, changer, à devoir changer son niveau de réflexion. Il faut qu'on sorte du pilotage comptable, il faut qu'on aille vers une compréhension des causes. Donc, en fait, le taux d'absentéisme, il s'explique pas uniquement par les collaborateurs qui s'absentent et de comprendre un peu le système. Il faut vraiment qu'on aille derrière, regarder quels en sont les éléments, soit générateurs, soit amplificateurs, soit qui pourraient justement amener à apaiser les causes de l'absence. Donc, il faut qu'on aille regarder dans les relations managériales, dans la charge de travail, dans le sens, dans la charge mentale, dans les tensions collectives, ce qui peut être adapté, corrigé, pour qu'on ait effectivement qu'on puisse soit limiter une cause, soit faciliter effectivement le travail des salariés et la durabilité des gens en emploi, c'est quand même notre rôle à tous. Donc, il faut qu'on aille du coup regarder et qu'on arrête en fait les approches standardisées. Le baromètre va pas vous dire face à ça, faites ça. C'est vraiment de devoir aller comprendre et devoir aller corriger. Et du coup, la politique de prévention, elle doit vraiment être contextualisée dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes et dans la spécificité de votre entreprise. Vous le verrez d'ailleurs dans le baromètre, les perspectives et les perceptions et les réalités par grand secteur d'activité diffèrent vraiment sensiblement. Et en fait, pour moi, je pense qu'il faut quand même aller, c'est plus sociétal, mais se poser la question vraiment du travail lui-même et du sens du travail de nos collaborateurs dans nos organisations. ouais, là, c'est important, hein. On va y revenir, j'en suis persuadé avec notre grand témoin exceptionnel, Benoît Serre, qui est avec nous. C'est la place du travail, le sens du travail et comment je me situe dans ma vie pro et dans ma vie perso par rapport au travail, en fait, hein. C'est ça, Jérôme, hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'on aille se reposer sur le sens de chacun et derrière sur l'organisation, la reconnaissance, la charge mentale, comment je tiens dans la durée, comment on peut avancer. Voilà, c'est vraiment le point, vraiment les plus Voilà. difficiles mais les plus intéressants.
Ouais, voilà, et le plus passionnant pour passer à l'action. Donc voilà, si justement vous passiez à l'action, avant l'intervention de Benoît Serre, justement, qu'est-ce qu'il faut retenir, Jérôme? Bah, en fait, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord qu'on ose se questionner. C'est pas grave de se poser une question, bien au contraire. Il faut vraiment être dans une démarche de qualité, d'amélioration continue, d'aller permettre une production d'une valeur financière de l'entreprise, certes, mais humaine, durable et pérenne. En fait, ce qu'on doit retenir, c'est que les entreprises, elles n'ont jamais eu autant de données. Elles n'ont jamais eu autant d'informations, mais que la question existentielle reste humaine. L'absence, c'est d'abord un facteur humain. Et nos RH s'épuisent parfois à apporter seuls des transformations. On doit les aider. C'est un travail qui est collectif. Donc, il faut vraiment qu'on retienne pour moi qu'on ne pourra pas traiter durablement l'absentéisme comme un simple sujet administratif. C'est bien un sujet beaucoup plus global. Au fond, en fait, derrière l'ensemble des absences, il y a une question qui est vraiment plus large. Dans quel état voulons-nous que nos collaborateurs, nos salariés travaillent demain et interagissent demain? Merci beaucoup, Jérôme, pour ce décryptage passionnant. Merci aussi à Thomas Chardin. Merci à vous deux. On va passer maintenant la parole à Benoît Serre pour qu'il nous éclaire sur ce qu'il a retenu de cette présentation et puis surtout qu'il la mette en perspective par rapport à sa vision. Et c'est juste après ce jingle. Nous sommes en direct, il est 11h42 et on décrypte avec vous qui nous suivez depuis 11h les résultats de ce 18e baromètre de l'engagement et de l'absentéisme assigné MIG en partenariat avec Parlons RH. Benoît vient de nous rejoindre. Je sais, Benoît, que tu as été attentif Oui. à toute la présentation qui a été faite. Peut-être déjà tes impressions par rapport aux grands messages qui ont été passés à la fois par Jérôme et par Thomas. Bonjour à tous. La première impression ou le sentiment que j'ai, c'est que on est vraiment entré dans une phase de bascule sur le sujet, que même, comme le disait Thomas, si chaque entreprise est différente, chaque DRH est différent, il y a quand même des tendances lourdes qui s'installent durablement. Et on voit bien qu'on est à une sorte de bout du système, en quelque sorte, et que les entreprises sont assez démunies parce que c'est vraiment, souvent je compare ça, tu sais, lorsque les scientifiques expliquent que statistiquement, il y avait très peu de chances que la vie apparaisse sur Terre, c'est à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire que statistiquement, comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'en quelques années, on ait le Covid, l'IA, les nouvelles règles de management, les tensions géopolitiques. Enfin, c'est quand même une espèce de lessiveuse dans laquelle sont les DRH depuis 5 à 6 ans. Voilà, donc ça, ils se débrouillent plutôt je pas pense mal, Benoît, par rapport à cette lessiveuse. Non, mais bien sûr, je salue toujours tout ça. Mais c'est vrai qu'on est, ce que j'écoute et ce que j'écoutais, je trouvais très intéressant, c'est qu'on est dans une cause structurelle et que, par conséquent, il faut le traiter de manière structurelle. Ouais. Et qu'on ne peut plus se contenter d'essayer d'arranger les choses. Les choses ont changé de nature. Alors, tu parlais tout à l'heure du Covid, de tous ces épisodes qui ont changé le lien au travail, le rapport au travail. On a l'impression que l'organisation du travail, j'allais dire dite classique, on n'en veut plus là. Oui, mais en fait, le travail, tu sais, c'est quelque chose qui est finalement dans une organisation assez stable depuis le milieu du 19e siècle. Or, la crise Covid, les nouvelles technologies, et l'IA et tout ce qu'on connaît aujourd'hui font que les gens ont pu tester en live le fait qu'il y avait des modèles alternatifs au travail, avec plus de liberté d'organisation, plus d'autonomie, une sorte de confiance imposée quand les gens n'étaient plus là. Donc, je ne dis pas que c'est la crise Covid qui révèle tout. Je pense que la crise Covid, elle a révélé des choses qui étaient déjà présentes. Après, il y a une deuxième dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, et on est en plein dedans, c'est que notre pays est un pays qui a vécu sous 40 ans de chômage de masse. Donc, ça a faussé les relations du travail. Parce que, et je fais aucun commentaire politique par rapport à cela, mais j'observe quand même que depuis 40 ans, les textes, les législations, les interventions, et ça continue encore aujourd'hui, passent leur temps à essayer de traiter les conséquences de ce chômage de masse qu'à en traiter les causes. Ouais. Or, on arrive quand même à un taux aujourd'hui de 8%, ce qui est une anormalité totale, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui se passe en ce moment révèle des choses qui existaient depuis très longtemps et que les gens n'admettent plus. Tout simplement parce que
ils ont testé, ils ont approuvé, et puis surtout, cette fameuse statistique qui montrait que dans les années 60, le travail était central pour 80% des gens. Aujourd'hui, il n'est plus que pour 50 ou 40. C'est pas qu'il est moins important, c'est qu'il a pris une juste place. Et ça, Alors, les entreprises, je te coupe, ouais, je t'en prie. Benoît, par rapport à ce que tu dis. On a l'impression que ils se sont aperçus, enfin vous êtes aperçus, nous sommes tous aperçus, puisqu'on est à quatre endroits différents en train de se parler, que vous êtes à divers lieux aussi, que en fait ces technologies ont permis plus de flexibilité, que finalement ça marchait pas si mal par rapport à l'organisation Oui. antérieure, et qu'on supporte plus maintenant de ne pas avoir ces moments, c'est pas de côté de liberté, si je te suis. Non, c'est pas qu'on supporte plus, c'est que je pense que les équilibres de vie sont des éléments extrêmement importants pour les gens et pas que pour la nouvelle génération. Qu'ils savent maintenant de manière certaine qu'il y a des moyens de prendre un petit peu de liberté ou de flexibilité dans le travail, or qu'on est encore malheureusement trop souvent enfermé dans des logiques de management et des logiques de règlement qui vont à l'encontre de ça. Donc, il y a une attente assez forte. Alors après, il y a une autre raison, je pense, il y a deux autres raisons, si je peux me permettre. La première, c'est que c'est très difficile de traiter les sujets de santé mentale. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans le monde industriel, vous traitez les sujets d'accident du travail, vous sécurisez, c'est matériel, c'est voilà, il y a quelqu'un qui casse une jambe, c'est quelqu'un qui casse une jambe, voilà, on vous connaît, quoi. Santé mentale, c'est multicausal, protéiforme, les gens ne sont pas tous touchés de la même manière par le même sujet. Tu as des gens qui supportent très bien les organisations d'aujourd'hui, et puis qui ne pas de burn-out, et puis tu as d'autres qui ne les supportent pas. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Et le deuxième sujet, ça a été rapidement évoqué tout à l'heure, mais moi j'y tiens énormément. Pour ceux qui ont la patience parfois de m'entendre ou de me lire, j'évoque très rarement, j'utilise très rarement le terme de sens au travail, parce que je trouve qu'on y met tout ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Donc je parle plutôt de qualité du travail. Et je pense que là, pour le coup, il y a un effort considérable. Vous avez beaucoup de gens qui ne savent plus ce qu'ils font, en réalité. Oui, c'est ça. En fait, quel est mon rôle dans cette espèce de grande organisation et quel est mon apport où je suis dans la chaîne de valeur. Et parce qu'on a surhiérarchisé, parce qu'on a surcontrôlé, parce qu'on a fait tas de choses comme ça. En fait, Et lorsqu'on ne sait pas quel rôle important on a dans la chaîne de valeur, alors être absent est moins grave, puisqu'on se dit que ça n'aura pas de conséquences. Ouais, ça va tourner quand même, en fait. Il y a un truc qui est très frappant dans les PME, ce que j'ai regardé, vous avez des taux d'absentéisme qui sont plus faibles que dans les grandes entreprises. C'est comme c'est des petites équipes, chacun sait que ce qu'il fait a un impact sur l'amont et sur l'aval, en fait. Ouais, bien sûr. Et par conséquent, ça crée. Et puis après, je pense aussi qu'il y a une réflexion assez profonde à avoir pour essayer de mettre de la liberté d'organisation dans le travail partout où c'est possible. Ouais. Alors, par rapport à ce que tu dis aussi, Benoît, et ce qu'a permis la technologie, le fait d'être à distance, de ne pas être avec son supérieur hiérarchique, le contrôle aussi, on continue à analyser tous les symptômes et tout ce qui se passe dans les organisations, puisqu'on l'a vu dans ce baromètre, c'est l'organisation en fait qui est souvent mise en cause. C'est presque du soupçon, c'est ce que tu as coutume de dire, Benoît. Moi, je pense que sous l'effet des réglementations européennes, de la judiciarisation, de la processisation de l'économie, on a développé une espèce d'ère du soupçon. Ça veut dire qu'on passe son temps à contrôler tout ce que les gens font. Et d'ailleurs, à se protéger des 10 à 15% de gens qui font mal le boulot, ceux qui conduit tout simplement à soupçonner les 85 autres pourcents de mal le faire. Alors que j'ai une conviction ancrée qui explique une partie de la raison pour laquelle je suis entré dans les ressources humaines il y a maintenant très longtemps, c'est que je suis convaincu que 90% des gens ne se lèvent pas le matin en disant « je vais emmerder mon entreprise ». Bien sûr. Ouais. Les gens essayent de faire de leur mieux, quoi. Or, l'effet cumulé du reporting, du contrôle dans tous les sens d'un côté et de la surhiérarchisation dans l'autre avec des chefs et des sous-chefs à tous les étages, fait qu'effectivement, à la fin, la personne a un peu le sentiment qu'on n'est jamais bien sûr qu'elle fait bien son boulot, quoi. Et ça lui met une intensification et une pression qui est relativement forte. Donc je pense que là, il y a un effort considérable de transformation de modèles managériaux à conduire. Alors on va voir comment tu vois les choses et comment on peut pallier ces problématiques-là. On parlait de télétravail tout à l'heure, on parlait d'organisation du travail, et tu as coutume de dire qu'il y a un nouveau médicament qui existe aujourd'hui. Oui, mais oui, c'est pas les gens qui écoutent le savent très bien. Moi, j'ai reçu comme DRH des
des certificats médicaux me demandant de passer des collaborateurs de 3 à 4 jours de télétravail, comme si le télétravail était un médicament. C'est un truc complètement fou, en fait. D'abord, je rappelle que le télétravail était régi par les mêmes règles que le travail, déjà. Donc, soit les gens sont malades, soit ils ne le sont pas. Ouais. Je crois que c'est dangereux. Mais ce que ça nourrit, ce que j'observe assez souvent, c'est-à-dire, il faut pas perdre de vue que depuis 30 ans, on a quand même beaucoup dévalorisé le travail. Mais bien sûr. Ouais. Il ne faut pas s'étonner le travail, que… c'est pénible. Le travail, ça me Ah permet oui, pas mais vous savez tous, au moment de la réforme des retraites qui a fait couler beaucoup d'encre, un des arguments des principaux opposants, c'est vous allez nous voler 2 ans de vie. On est en train de payer aussi, pas que la crise Covid de management, c'est pas que, aussi la dévalorisation du travail qui a été orchestrée politiquement. On a réglementé que sur ces sujets-là. On n'est pas, enfin, les débats autour des 35 heures, je m'en souviens. Même si, Benoît, il faut dire, il y a quand même des métiers, des professions qui sont à risque par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu as raison. On a considéré le fameux livre de Philippe Bloch, me dit plus jamais bon courage, que je ne vais pas m'accomplir, mais ça va être un peu l'enfer. Bon, il faut sortir de cette situation. Ouais. Et je pense qu'on a une très bonne opportunité de le faire parce que, contrairement à ce qu'on imagine, d'ailleurs, une autre étude de qualité qui avait été faite, alors pas par EMUX, je suis désolé, par l'Institut Montaigne sur les jeunes et le travail, démontrait tout à fait que les débats sur le désengagement, etc., étaient totalement faux. C'est simplement que, au bout de 3 ans d'emploi, les jeunes trouvent qu'ils sont dans un univers déceptif. Ça pose la question. Voilà. Donc, alors justement, ça permet, par rapport à ça, ça me permet de faire la transition sur qu'est-ce qu'on peut faire. On a vu tout à l'heure avec Thomas, avec Jérôme, l'importance du management. Tu citais tout à l'heure les PME avec cette proximité, cette hyper proximité qui est quand même clé. Le rôle des RH, comment on fait? N'oublions pas, on a les chiffres. Comment passer à l'action? C'est un peu la signature de ce 18e baromètre. Bien sûr. D'abord, je veux dire quand même que la fonction RH, elle est confrontée à ces situations depuis plusieurs années et qu'elle y fait face. Ouais. Ça, c'est quand même un produit. Passer à l'action, je dirais, c'est passer encore plus à l'action qu'elles ne le font déjà. Même si l'écart de perception entre le DRH et ses collaborateurs que relevait Thomas tout à l'heure était très intéressant à ce titre. D'abord, je pense qu'il faut redonner du temps long. On est dans un univers socio-économique où tout doit être fait très vite. Gabriel Alpern, que chacun d'entre vous connaît, parle de l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que je pense qu'il faut redonner du temps. Moi, j'ai eu la chance de travailler notamment dans une entreprise capital familial. Dans le groupe Mullier. Dans le groupe Mullier, donc chez Laurent Merlin. Et c'était intéressant au moment de la crise de 2008, vous voyez, c'était bien avant le Covid, où l'actionnaire avait compris qu'il fallait donner du temps. Il fallait donner, autrement dit, on n'est pas obligé de… Et la deuxième chose, c'est que je pense que les DRH, pour le coup, ils le font sans doute, doivent l'être encore plus, c'est-à-dire qu'ils doivent être des forces de proposition extrêmement influents sur l'organisation du travail, sur la modification des directions du travail. C'est pas facile, moi je l'ai vécu aussi, parce qu'il y a les impératifs économiques, les impératifs budgétaires, les impératifs machin, et puis vous avez surtout… Mais Benoît, je te coupe là. Comment tu fais quand souvent réorganisation est perçue comme de la souffrance? Ou qu'on le fait à ce moment-là. Ça, c'est la faute de la loi. Ça, c'est la faute de la loi. Je vous rappelle quand même, chacun le sait, que lorsque vous présentez au CSE un document de réorganisation, vous avez l'obligation d'évaluer les RPS. Moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. D'abord, les RPS, ça doit s'évaluer tout le temps, d'une part. Et ensuite, dès lors qu'on a imposé ça, ça veut dire qu'on part du principe que toute transformation génère des RPS, ce qui n'est pas vrai. Transformation égale souffrance, en fait. Oui, on est parti du principe qu'il fallait démontrer qu'il n'y avait pas de souffrance dans la transformation, comme si on partait du principe qu'il y en avait. Or, d'abord, il y en a quelquefois, et puis quelquefois, il n'y en a pas. Donc, c'est assez intéressant Or, les entreprises, on le sait très bien, depuis quelques années, sont soumises à un rythme de transformation absolument terrible, parce que c'est comme ça. Donc, je trouve déjà qu'il faut expliquer que la transformation ne signifie pas souffrance, la transformation ne signifie pas perturbation. Par contre, la transformation signifie réorganisation, effort, nouvelles compétences, meilleure collaboration, communication. Je crois beaucoup à la valeur de la transparence dans les organisations. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours paru un petit peu curieux. Après, quelquefois, je connais la fameuse formule, on perd jamais de temps à durer, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, quelquefois, il faut s'imposer, quand on est RH, dans les COMEX ou ailleurs, pour
accepter Imposer l'idée. savoir. Savoir tout de suite. Tu sais, j'ai une formule que je dis de temps en temps, comme tous les vieillards, c'est que le DRH, c'est la voix du peuple au COMEX, c'est la voix du COMEX auprès du peuple. Donc Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, et donc c'est important d'avoir cette voix-là pour dire, OK, votre plan stratégique, il est super, vos obligations, je les comprends, tout ça, sauf que votre corps social ne va pas l'admettre. Or, historiquement, quand un corps social n'admet pas une stratégie, il ne se déploie pas. C'est aussi simple que ça. Ou alors, et ça revient au frein qu'indiquaient tout à l'heure Thomas et Jérôme sur les salariés freinent presque des cas de fer quand on veut améliorer les choses. Hein. Mais bien sûr, parce que tant qu'ils n'ont pas compris, c'est pour ça que la logique de transparence et de constance sont très très essentielles dans la manière de présenter les transformations. Proximité, pédagogie, explication. Hein. Bien sûr, il faut prendre le temps, on ne perd jamais du temps à en gagner, il faut prendre le temps. Alors je sais bien que le temps, on ne l'a pas toujours, je sais bien que le dialogue social tel qu'il est conçu en France, il n'aide pas vraiment, parce qu'il est très conflictuel souvent. L'IA va aider, Benoît, par rapport au temps, à ces moments. Moi je pense que l'IA ça c'est un débat. C'est que l'IA, vous avez peut-être vu, il y a des manifestations aux États-Unis d'universités qui disent stop à l'IA. Vous avez Anthropic qui fait sa communication sur le fait que l'IA devient dangereux alors qu'il en produit lui-même, ce qui est quand même assez remarquable. Mais indépendamment de ça, moi je pense que, tu sais, il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montrait que l'IA allait faire gagner 26% de temps au manager, parce qu'il va pouvoir utiliser, faire à sa place tous les outils de reporting, etc., que j'évoquais. Donc, tu dis qu'on va réallouer le temps sur autre chose, quoi. Je dis maintenant, les DRH ont trois manières d'influer, trois manières de proposer de réallocation du temps, soit baisser le nombre de managers de 26%, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, soit augmenter la charge des managers de 26%, je ne suis pas idée non plus, soit redonner du temps de management aux gens, voilà. S'occuper des gens. C'est-à-dire, sincèrement, et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, j'ai conduit quand j'étais chez L'Oréal et encore avant, formation générale de l'identification des signaux faibles. Les signaux faibles du burn-out, pour ne prendre que cet exemple, on les connaît. Ils sont connus. C'est-à-dire que c'est quasiment toujours les mêmes. Je vous en donne deux exemples. La personne devient cynique et elle change brutalement ses habitudes. C'est-à-dire que celle qui d'habitude arrive à l'heure est en retard, ce qui est en retard arrive à l'heure, enfin, donc choses comme ça. Et c'est très important de former son manager à l'identification de ces signaux faibles parce que c'est le manager de proximité lui-même qui les repère le premier. Alors, tu parlais d'arriver à l'heure ou de ne plus arriver à l'heure. On va arriver au terme dans notre… Tu vois un peu la Quelle finesse. Quelle finesse. Qu'est-ce que tu as envie d'adresser comme message sur passer à l'action? Qu'est-ce qu'on a retenu, vous qui nous regardez aussi en direct? Les managers de proximité sont clés. Donner du temps au temps, redonner du sens aussi. En fait, je vais prendre un exemple qui avait été donné par Albert Moukébert, qui est un neuroscientifique sur la burn-out, qui est extrêmement intéressant. Il disait aujourd'hui, dans les entreprises, très souvent, quand quelqu'un a un burn-out, on va traiter la personne. C'est comme quelqu'un qui casse la gueule dans l'escalier parce que l'escalier est tordu, on va soigner son genou, mais on va pas soigner l'escalier. C'est un peu ça, en fait. Je pense il y a un gros travail de repenser les organisations, de redonner du temps, de travailler à la flexibilité, de travailler à un manager de proximité à qui l'on donne les moyens d'animer son équipe et à qui on lui demande de passer 80% de son temps à animer les gens, à les écouter, à les rencontrer, à les faire travailler ensemble, plutôt qu'à les contrôler et faire du reporting. Je pense que c'est une première chose. Et puis je crois, et c'est une bonne nouvelle, je l'observe beaucoup, les directions générales commencent à avoir peur de ce phénomène. Et là, je le dis au DRH, c'est une extraordinaire opportunité pour mettre le pied dans la porte et en faire un sujet. Vous savez, moi j'ai la chance de parrainer le cercle des DRH de l'Agence des participations de l'État. On est en train de travailler à ce que 2 fois par an, le conseil d'administration se saisisse des questions RH autrement que par la masse salariale. Ça, ce sont des signaux faibles qui sont très positifs sur le fait qu'il va falloir traiter ce sujet. On a changé d'époque sur le travail. Il faut accepter l'idée qu'on change d'époque dans l'entreprise. Merci beaucoup, Benoît, avec ta voix qui porte toujours avec pertinence. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Voilà, on va conclure avec Jérôme, avec Thomas, juste après ce jingle. Oui,
avec Benoît, toujours aussi pertinent, qui nous a pris avec son spectre élargi, nous a permis de prendre de la hauteur. Ce qu'il faut retenir, quelle heure est-il? Midi, tout juste. Voilà, quelques secondes avec toi peut-être Thomas. Qu'est-ce qu'on retient de ce 18e baromètre de l'absentéisme, de l'engagement avec Aiming et Parlons RH? Je vais essayer de conclure, entre guillemets, Ouais. en moins d'une minute. En fait, d'abord, je retiens le propos de Benoît, c'est une opportunité. C'est une opportunité, le contexte dans lequel on est, on pourrait être très pessimiste, etc. Et oui, c'est difficile, mais c'est une opportunité pour la fonction RH, me semble-t-il, de réaffirmer le fait que les DRH sont des hommes de chiffres et des hommes de lettres. Je dis des hommes avec un grand H, des hommes et des femmes, mais c'est pour le jeu de mots. Homme de chiffres, le reporting, l'analyse précise, mais homme de lettres, L apostrophe, E accent circonflexe, TRE. Le DRH doit aller au-delà des chiffres. Ça a été dit, il doit manager les managers, ménager les managers, relier pour faire parler les chiffres et aller plus dans le détail de l'organisation. C'est aussi le fait que le DRH doit être l'architecte du travail, ça a été aussi dit, c'est-à-dire que, et du travail réenchanté. Peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que oui, le travail, ce n'est pas que la souffrance, elle est là, la souffrance. Oui, ce que disait Benoît tout à l'heure. Hein. Exactement, mais il faut être l'architecte, se prendre possession du travail et donc de ce que ça sous-tend en termes d'organisation qu'on a. Il y a quelques dizaines d'années, quelques années, le DRH était directeur de l'organisation du travail. Donc là, ça serait bien de réinvestir ce champ de responsabilité. Et pour conclure, je dirais que le DRH, il doit pas porter seul, évidemment, la réponse. Oui, l'absentéisme est un sujet RH, il en est le porteur, l'aiguillon, mais c'est aussi un sujet de direction générale, un sujet de management, un sujet d'organisation, et même un petit peu plus large, c'est un sujet de société. Mais ce n'est pas parce que c'est un sujet partagé qu'il ne doit pas être à l'impulsion, objectivé, proposé, embarqué. C'est à l'entreprise d'agir, de faire en sorte que, en fait, il ne s'agit pas uniquement de faire revenir les salariés absents au travail, il s'agit de faire en sorte que le travail ne les fasse plus partir. Ouais, on voit hein, dans tout ce que tu dis, merci beaucoup Thomas, hein, toujours pertinent, le rôle quelque part d'animateur du DRH. Hein, c'est lui qui anime tout ça. Hein. C'est un animateur. Fort, je reconnais bien là tes jeux de mots et j'ai bien vu hein, des chiffres et des êtres. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Jérôme, mot de conclusion avec toi. Moi, je voudrais d'abord remercier Benoît et Thomas, effectivement, pour leurs analyses pertinentes et pour ces synthèses. Donc, je vais faire court parce qu'ils ont déjà dit énormément de choses. Globalement, traiter l'absentéisme, ça va dépendre des situations, ça va dépendre de la volonté des entreprises, du temps qu'on se donne, en fait. Et ce temps-là, Benoît l'a bien redit, c'est un temps long. Ce qui est certain, c'est que si on lance pas les actions concrètes, bien sûr, après avoir analysé, la situation ne va pas se résoudre d'elle-même et la tendance qui est installée va se reproduire. Donc, en fait, en résumé, il est temps de passer à l'action. Voilà, merci beaucoup Jérôme pour tout le travail que tu as effectué avec ce 18e baromètre. Merci à toi Thomas d'avoir été là. Frédéric. Je rappelle, hein, 20 et 21 janvier, on se retrouve à la porte de Versailles pour Chère Technologie. Puis d'ici là, évidemment, avec le média Parlons RH et dans tous les événements où tu interviens. Et merci d'être partenaire de ce 18e baromètre. Je voudrais remercier Alexandra, qui est en coulisses, hein, qui est ma complice pour la construction de ce baromètre et de cette émission. Maxime, qui était à la réalisation. Je remercie aussi Denis Blanc, le directeur général d'Aiming, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Benoît, d'être là et toujours présent et toujours fidèle et pertinent. N'oubliez pas, il y a l'enquête de satisfaction. Je voudrais tous et toutes vous remercier de nous avoir suivis depuis 11 heures. Le support de présentation disponible en téléchargement dans l'onglet ressources ou documents. Ça, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Vous voyez, vous avez la slide qui s'affiche là. Et puis le 18e baromètre dans son intégralité, téléchargeable via un lien qui se trouve dans le chat participant. Et puis d'ici quelques minutes, je salue Victoria Campez. Merci Victoria d'être là. Vous pourrez évidemment voir le replay de cette émission si vous nous avez suivis en cours de route. Voilà, merci encore à toutes les équipes Aiming, je salue Benoît Méchino aussi, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain événement. On se retrouvera pour la Voix des RH, ce sera très bientôt avec Sophie Moreau-Follenfant. Merci à tous, une bonne journée, merci de nous avoir suivis.